Hello la tribu des sensibles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter un entretien vraiment spécial que j'ai fait il y a quelques jours avec monsieur Saverio Tomasella, le pionnier de la haute sensibilité en France. Alors, je tiens quand même à être honnête avec vous. Lorsque j'ai commencé cette interview, j'étais vraiment impressionnée par monsieur Tomasella parce que ça a été la première personne qui a fait découvrir que j'étais hypersensible, qui m'a fait découvrir ce mot d'hypersensibilité. Donc, la première minute d'introduction à l'interview, elle est vraiment loin d'être parfaite. Alors surtout, vous arrêtez pas à ça. Au-delà de cette première minute, l'interview, il regorge vraiment de trésors d'informations, de réflexions et d'idées qui valent vraiment la peine d'être écoutées. Et j'espère donc que vous allez apprécier cette conversation avec monsieur Tomasella. Alors voici l'interview, sans plus attendre, belle écoute. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis heureuse de faire un interview avec une personne que j'admire vraiment beaucoup et je pense que je vais le dire très souvent, Monsieur Saverio Tomasella. J'espère que je le prononce bien déjà. Oui, oui. Donc, qui est un conférencier, écrivain, qui est chercheur aussi sur l'hypersensibilité et qui, pour moi, m'a fait découvrir l'hypersensibilité. Et je vous en suis déjà vraiment très, très, très reconnaissante. Vraiment, c'est quelque chose voilà, qui, pour moi, m'a ouvert des possibilités grâce à un livre. Peut-être qu'on en reparlera après, mais c'est vrai que votre livre je vais quand même le dire, c'était à fleur de peau et c'était vraiment juste voilà, magique. Donc déjà, avant de trop entamer sur tout ce que j'ai envie d'éloger à vous dire merci d'être là et de vous laisser aussi un peu la parole pour pas trop que ce soit que moi qui parle. Donc, vous avez accepté. Donc déjà, c'était juste extraordinaire pour moi. Et je voulais savoir comment vous avez découvert ou vous avez plutôt porté votre intérêt sur la sensibilité et après peut-être même sur l'hypersensibilité. Oui, je pense que tout simplement, je suis un être très sensible, que je l'ai toujours été, et que assez rapidement dans mon enfance, je me suis rendu compte que j'avais cette grande sensibilité, surtout quand dans mon entourage, notamment mes parents, à l'époque, m'ont reproché cette trop grande sensibilité à leurs yeux, hein, selon leurs critères à eux. Ils me disaient que j'étais trop sensible et que j'étais hypersensible. Donc, dans mon histoire, le mot hypersensible, il existe depuis très longtemps et il était utilisé par mes parents comme un gros reproche. Hein, Mm. c'était vraiment pas bien, pas beau, c'était pas comme il faut d'être hypersensible et je l'ai beaucoup entendu comme un reproche donc dans ma famille. En dehors de ça, ce qui m'a le plus marqué, c'est mon passage par le lycée musical. J'ai été élève en primaire et en secondaire au lycée musical. Alors c'est comme sport-études, là c'est D'accord. musique-études. Le matin, on a les cours classiques du programme scolaire et tous les après-midi, on est au conservatoire. Donc tous les après-midi, j'étais au conservatoire avec mes camarades où on faisait de la musique, du solfège, du chant, pour certains du théâtre et pour d'autres de la danse. Et dans cet environnement très très favorable, très porteur, tous nos professeurs, femmes et hommes, sans exception, quel que soit leur âge, nous disaient tous les jours ou presque, ta sensibilité est belle, développe ta sensibilité, exprime ta sensibilité. Voilà ce qu'on nous disait tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc forcément, dans cet environnement-là, moi j'étais très, très heureux, Mm. je me sentais très bien et je me rendais compte que la sensibilité, c'était vraiment un trésor à développer et que je pouvais vraiment montrer qui j'étais et dire, affirmer, exprimer ma sensibilité. En revanche, à la maison, puis au Mm. collège ou dans certaines circonstances, je me rendais bien compte que c'était le contraire, ou en tout cas que la sensibilité passait mal, qu'elle était mal vue ou pas considérée ou déconsidérée. Et je me suis très tôt interrogé sur cette différence entre ces deux univers, l'un qui portait au nu la sensibilité en faisant la valeur première, et l'autre qui n'aimait pas du tout la sensibilité, la méprisait, etc. Et bien sûr, j'ai choisi
le monde des artistes parce que je m'y sentais bien et que je trouvais que c'était fabuleux de pouvoir être exactement comme j'étais avec ma sensibilité, de pouvoir l'exprimer. Et j'ai composé, je me suis adapté au monde des autres Mm. qui n'aimaient pas la sensibilité. Voilà comment j'ai commencé à me rendre compte à quel point c'était important. Puis après, quand je suis devenu psychanalyste, eh bien, j'ai été très à l'écoute de la sensibilité de mes patientes et de mes patients, quel que soit leur âge, pour les aider à accueillir leur sensibilité comme elle est, à l'affirmer et à la vivre au mieux. Et c'est comme ça, progressivement, que j'en suis venu à m'intéresser, il y a une vingtaine d'années, à la haute sensibilité. Oui. En fait, vous avez vu en fait, les deux côtés avec votre famille qui était plutôt, alors je vais dire le mettre contre, et l'autre avec votre école de musique. En fait, vous avez ressenti en fait déjà que vous pouviez l'aimer, votre sensibilité. Ouais, ça, c'est chouette. Ouais, Oui. ça, c'est vraiment très, très chouette. Et au niveau du terme, en fait, d'hypersensibilité, il y a un débat. Même moi, j'ai du mal des fois à dire hypersensibilité parce qu'il y a toujours ce mot hyper qui est un peu péjoratif. Mais bon, moi, je l'utilise parce que c'est le terme que je pense qui est le plus connu actuellement en France. Peut-être que je me trompe, hein, ça, vous le direz. Et Euh, vous, ouais, quel est votre retour là-dessus? je trouve que c'est dommage de l'utiliser. Je vais vous expliquer pourquoi. Mm, Je trouve que c'est dommage de l'utiliser, même si pour l'instant, c'est encore le thème le plus connu, parce qu'il y a eu une maldonne au début. Et que cette maldonne, on peut la changer, en fait. Dans tous les pays du monde, en dehors de la France, on parle de haute mm, sensibilité. Et en fait, quand le premier livre d'Hélène Aron, donc la spécialiste américaine de la sensibilité élevée, quand son premier livre a été traduit, il a été mal traduit de ce point de vue-là, puisque euh, ils ont choisi, la personne qui l'a traduit a choisi hypersensibilité et hypersensible, au lieu de rester tout simplement dans la traduction simple de l'anglais, highly sensitive person, ces personnes hautement sensibles et haute sensibilité. Il se trouve qu'en France, le terme hypersensible les termes hypersensible et hypersensibilité sont d'abord des termes médicaux d'accord. qui désignent les allergies, les intolérances et une grande réactivité à des substances ou aux remèdes. Donc déjà, c'est gênant que ce terme-là vienne Mm, du monde médical, parce que justement, on fait tout pour dire depuis le début, la haute sensibilité, la sensibilité élevée n'est pas une pathologie, ça n'est pas une maladie, il n'y a pas de diagnostic, il n'y a pas de traitement, et elle concerne 30% de la population mondiale. Donc c'est déjà un problème par rapport à cette origine médicale. Au 19e siècle, à peu près au même moment, en France et en Belgique, le terme ultrasensible et le terme ultrasensibilité existent aussi. Et ce sont des termes qui sont utilisés par les artistes et notamment par les poètes, dont Baudelaire, hein, qui a dit ne mépriser la sensibilité de personne, mm, sa sensibilité, c'est son génie. Donc Baudelaire parle d'ultrasensibilité pour désigner la grande sensibilité des artistes. Donc on a déjà un terme en français qui existe depuis très longtemps et qui est là pour mettre en évidence l'existence d'une sensibilité plus élevée, c'est l'ultrasensibilité ou ultrasensible. Et comme on l'a vu, en plus, les parents, quand ils parlent de leurs enfants, et pas simplement mes parents, moi, mais les parents, quand ils parlent de leurs enfants et qui ne sont pas contents de leurs émotions, de leurs difficultés avec la lumière, avec le son, avec les étiquettes, avec les bruits, les odeurs, etc., ils vont dire, oh là là, mon enfant est hypersensible. Donc on voit bien qu'il y a un problème avec ce terme, parce que le préfixe hyper, c'est un préfixe, comme vous l'avez dit, qui est péjoratif, qui est dévalorisant, qui veut dire trop ou en excès. Et donc, si déjà on se présente soi-même en disant je suis trop sensible ou en excès sensible, en utilisant ce terme hypersensible ou hypersensibilité, finalement, on ne se fait pas du bien à soi-même. On va conforter l'idée des personnes qui nous trouvent trop quelque chose. Le problème, c'est que comme ça a commencé comme ça, les algorithmes qui repèrent, hein, les moteurs de recherche et les algorithmes qui repèrent les termes les plus utilisés, ne font que confirmer, c'est un cercle vicieux, ne font que confirmer ce mot. Ce qui fait que les éditeurs mettent ça au moins sur les titres, hein. Moi, j'ai mm, des livres, je ne voulais pas que ça s'appelle hypersensibilité ou hypersensible, mais c'est les éditeurs qui l'ont voulu.
Donc, dans le livre, j'essaie d'être nuancé dans mes propos, de proposer plusieurs façons de parler de la sensibilité élevée. Mais les éditeurs, eux, et les journalistes, la presse, les médias veulent les termes, et les libraires, les grands libraires comme la Fnac ou Amazon, ils veulent les termes les plus utilisés parce ils croient que ça va leur apporter plus de ventes. Mais nous, les personnes très sensibles, je pense que nous avons intérêt à dire très sensible, fort sensible, grand sensible, tout ce qu'on veut, sensibilité élevée, haute sensibilité, parce que ces mots-là, ou ultra sensible, tous ces mots-là, ils veulent dire une sensibilité plus élevée que la moyenne, ce qui est la définition de la haute sensibilité. Tout à fait, ouais. C'est vrai que moi, tout ce que vous dites, moi, ça résonne en moi parce que c'est un grand débat à l'intérieur. D'ailleurs, quand j'utilise souvent, je dis le mot hypersensibilité parce que, comme vous avez dit, c'est les algorithmes. Si je suis sur Insta ou Facebook, bah, on met hypersensibilité parce qu'on est reconnu. Mais je préfère souvent dire sensibilité plus élevée ou hautement sensible, qui pour moi est valorisant en fait. Et c'est vrai que ouais, ça résonne vraiment et il faudrait, ouais, tout à fait, il faudrait essayer de. Exactement. Et je pense que même sur Facebook et Instagram ou les autres réseaux sociaux, on peut utiliser haute sensibilité, sensibilité élevée, grande sensibilité, etc. et mettre les hashtags, les dièses, après avec, si on veut, hypersensibilité pour que le moteur de recherche trouve notre publication. Mais dans notre façon de présenter la sensibilité élevée, on n'est pas obligé d'employer les mots des algorithmes. Tout à fait, c'est vrai, tout à fait. Et même ce mot, même ultra sensible, je le trouve plus, euh, pas, j'allais dire péjoratif, pas du tout, pas plus péjoratif, mais plus sympathique que hyper. Oui, L'ultra, oui, c'est plus oui, valorisant, on va chercher le mot, c'est plus valorisant que le hyper. Parce que quand tout on à est fait. hyper, c'est que, voilà, on est Parce que hyper ultra en stressé. français, en langue française, ultra, ça veut dire le degré le plus élevé de. Mm. Et donc, c'est valorisant. Ça veut dire simplement une sensibilité plus élevée que la moyenne. Ultra, on l'a dans ultrason, ultraviolet, etc. Mm. Ouais, c'est vrai que c'est des termes, c'est des choses qu'il faut essayer de mettre ça en fait dans la Oui, tête des gens comme une petite graine et puis sûrement qu'au fur et à mesure. exactement. Et qu'on en prenne l'habitude parce qu'on parle de haute montagne, on parle de haute couture, on parle de haute Corse, vous qui êtes en Corse. Tout à On peut fait, très bien parler de haute sensibilité, c'est pareil. tout à fait, ouais, ouais. Et c'est beaucoup plus valorisant et même plus joli. C'est Oui, même et plus c'est plus joli joli, oui, plus à valorisant. entendre. C'est vrai. Et au niveau de justement de cette sensibilité élevée, est-ce que, parce qu'il y a aussi toujours bah, des mythes ou des gens comme voilà qui pensent toujours que c'est une pathologie, comme vous disiez un petit peu au début. Est-ce qu'on est hypersensible? Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'il y a des facteurs environnementaux qui peuvent l'accentuer? Parce que je sais que, par exemple, j'avais entendu un interview de Marion Cotillard qui avait dit qu'elle avait toujours été très sensible, mais qu'avec un de ses accouchements, ça avait vraiment augmenté sa haute sensibilité. Oui, d'ailleurs, profitons-en pour remercier beaucoup Marion Cotillard, qui est la première personne connue, la première personne très connue à avoir affirmé en France être hautement sensible. Et donc, elle nous a rendu un grand service en disant qu'elle-même était hautement sensible. Oui, alors, il y a une partie des personnes très sensibles qui vont naître comme ça. Est-ce que c'est purement génétique? Est-ce que c'est euh, la généalogie? Parce qu'on sait que nos gènes se transforment au fur et à mesure des générations, en fonction de ce qui est vécu dans les familles. Peu importe. En tout cas, il y a est-ce que c'est ce qui a été vécu pendant la vie intra-utérine? Donc, il y a trois possibilités. Le génome, hein, notre hérédité génétique, notre hérédité familiale et tous les événements de ce que nous avons vécu euh, en tant qu'embryon, fœtus et embryon dans l'utérus de la mère. Donc il y a des personnes qui vont naître hautement sensibles et qui le sont dès la naissance, c'est vrai. Et ça peut, comme le dit Marion Cotillard, se renforcer en fonction de certains événements marquants qui peuvent être des événements heureux ou des événements malheureux ou des événements plutôt neutres, mais il se trouve que ça va nous marquer et augmenter notre sensibilité. On peut dire à ce propos que le vieillissement chez certaines personnes va renforcer
l'ultrasensibilité. Il y a des personnes qui, en vieillissant, deviennent encore plus sensibles au bruit, ou encore plus sensibles à la lumière, ou encore plus sensibles à certains aliments, ou à certaines émotions. Donc, effectivement, la vie, l'existence peuvent renforcer notre sensibilité élevée, et notamment les périodes de règles, de syndrome prémenstruel et menstruel pour les femmes, les périodes de grossesse et les périodes de ménopause. Elles vont être des facteurs qui renforcent de toute façon la sensibilité naturelle, donc à plus forte raison si c'est une sensibilité élevée. Et puis, en dehors de ces personnes qui sont hautement sensibles dès la naissance, il y en a qui vont le devenir au fur et à mesure de leur enfance ou de leur adolescence ou même de leur jeune âge adulte, soit parce que l'environnement, dans un sens très favorable, va soutenir, stimuler cette sensibilité, notamment chez les enfants qui grandissent avec des parents fantaisistes, originaux ou artistes, même si ce sont des artistes amateurs, hein, pas forcément besoin d'être d'un métier d'artiste. Et donc les enfants sont très stimulés, on aime leur sensibilité, on leur dit ce qu'on m'a dit moi au conservatoire pendant une quinzaine d'années. Et ces enfants-là vont développer leur sensibilité, vont donc devenir plus sensibles que la moyenne. Et puis à l'inverse, vous avez des enfants qui grandissent dans des environnements où on n'aime pas les émotions, où on refuse certaines émotions, où on ne parle pas des émotions, où la sensibilité est mise à côté. Et ces enfants-là s'interrogent, pourquoi quand j'exprime telle émotion, ou ma créativité, mes intuitions, mes sensations, je suis mal accueilli, rejeté ou grondé. Et ces enfants-là, peut-être que dans leur famille, ils vont pas trop montrer leur sensibilité, encore que parfois c'est très difficile de ne pas montrer sa sensibilité, mais en tout cas, ils vont la développer intérieurement et devenir plus sensibles que la moyenne parce qu'ils sentent que pour eux, c'est vital de rester branchés, connectés, branchés sur leur sensibilité et connectés à leur sensibilité. Et enfin, on a tous les traumatismes. Tous les traumatismes qui, de la naissance à la mort, peuvent venir engendrer une sensibilité plus élevée. Donc, ça fait beaucoup de sources Mm, possibles. mm, mm. Bon, moi, je me reconnais beaucoup dans la deuxième que vous avez dit, où j'ai toujours su qu'il y avait quelque chose en moi voilà, qui avait quelque chose. Bon, j'étais pas dans une famille qui valorisait la sensibilité du tout, mais au final, ça m'a peut-être permis, moi, d'aller chercher un peu plus loin ce qu'il y avait au fond de moi. Et c'est vrai que voilà, elle a évolué aussi avec cette histoire. Et c'est vrai que voilà, il y a donc il y a plusieurs choses en fait qui font que la sensibilité peut se révéler au final. Se révéler, se développer et s'affiner, s'intensifier, donc devenir plus élevé. Et même aussi, on peut, vous avez au niveau des personnes hautement sensibles qui ont des émotions qui explosent, mais par contre, si elles apprennent à, à les maîtriser, en fait, arrivent en fait, à diminuer le seuil aussi. Alors ça, c'est important, c'est-à-dire qu'effectivement, chez les personnes hautement sensibles, le seuil de stimulation est plus bas. Hein, autant notre sensibilité est plus élevée, plus intense, autant notre seuil de stimulation est plus bas que chez les autres personnes. Ce qui fait que ce soit les sensations, les bruits, les lumières et toutes les autres sensations, ou les odeurs, les textiles, ou les textures, les goûts, etc., nous allons percevoir ces sensations plus tôt et plus rapidement. C'est pareil pour les émotions. Nous sentons plus rapidement en nous monter une émotion. Et il y a une vingtaine d'années, quand j'ai commencé à chercher sur la sensibilité élevée, je me suis rendu compte qu'il y avait des personnes hautement sensibles qui étaient plutôt impressionnables, qui étaient plutôt elles sont fortement impressionnées par tout ce qu'elles vivent, et des personnes hautement sensibles qui sont plutôt expressives, qui sont plutôt dans une expression très forte, intense, parfois dramatique, de leur ressenti. Et puis, bien sûr, il y a toujours des personnes qui ont les deux, hein, qui sont très impressionnables et qui ont une expression très forte. Est-ce que vous auriez, avec votre parcours, vous pourriez démystifier enfin, ou enlever tous certains mythes qu'il peut y avoir sur l'hypersensibilité, comme on a dit tout à l'heure, que ça pouvait être une maladie, parce qu'il y en a toujours. La dernière fois, j'ai une dame qui m'a dit ça, ou alors qui m'a dit aussi que l'hypersensibilité, ça n'existait pas du tout, enfin, ou la haute sensibilité, ça n'existait pas du tout, parce que tout le monde était sensible. Oui. Alors peut-être commençons par ça. La haute sensibilité, ça n'existe pas du tout parce que tout le monde est sensible, tous les êtres humains sont sensibles. Eh bien, on peut lui dire oui. On peut lui dire oui. C'est vrai que
sauf exception, hein, les psychopathes, les sociopathes, les grands malades, certains dirigeants qui mènent leur peuple à la guerre. Donc, à part ces exceptions de personnes qui se sont insensibilisées, qui étaient certainement très sensibles au départ, comme tous les petits humains, mais qui se sont désensibilisés, à part ces personnes-là, nous sommes tous sensibles. Ce que cette dame a du mal à accepter, c'est que peut-être certaines personnes puissent être plus sensibles que d'autres. Et ça peut être tout simplement une forme de rejet par rapport aux effets de mode. La Mm, sensibilité élevée, ça n'est pas une mode puisque ça existe. mm, Mais depuis 2021, on en parle tellement qu'on peut reprocher à ce phénomène d'être un effet de mode, ou en tout cas de subir un effet de mode, d'être en vogue. Donc, ça n'est pas grave, hein. Il vaut mieux que la sensibilité mm. élevée soit bien connue et qu'on en parle beaucoup, mais ça irrite, ça agace certaines personnes et donc, elles vont dire ça n'existe pas. C'est une façon de refuser, peut-être aussi enfin, de refuser ce phénomène, mais aussi peut-être de dire j'en ai marre des personnes qui se mettent en valeur ou qui se glorifient en se déclarant hypersensibles. Et malheureusement, il y en a. Il y en a qui se sont servis de ce terme pour se stariser encore plus, se montrer Mm. encore plus et faire parler d'elles encore plus. Bon, et si ça n'avait pas été le terme hypersensible, elles auraient trouvé un autre terme, hein, peu importe. Mais en dehors de ces épiphénomènes qui vraiment concernent peu de personnes, il se trouve que, comme le dit Hélène Aron, la sensibilité humaine, c'est un continuum. Mm. Il n'y a donc pas de rupture entre les personnes peu sensibles ou moyennement sensibles et les personnes hautement sensibles. Même si on sait qu'il y a à peu près 30% de personnes qui sont hautement sensibles, nous sommes toutes et tous des humains. Et c'est peut-être ça qu'il faut rappeler, c'est-à-dire que nous ne sommes pas une catégorie à part. Nous ne sommes pas mieux que les autres ou euh, c'est pas parce que nous sommes plus sensibles que nous sommes mieux ou plus quelque chose. Nous sommes des humains parmi les humains et il se trouve qu'il y a des blonds, il y a des roux, il y a des bruns, il y a des peaux mates et des peaux blanches, il y a des peaux noires et des peaux autres, toutes sortes de couleurs d'yeux ou de cheveux, etc., de taille. De voix plus ou moins graves, et ben c'est exactement pareil. Il y a des personnes qui sont plus sensibles que d'autres. Donc ça, c'est un premier mythe. Le deuxième mythe, comme vous dites, c'est que ce serait une maladie ou une pathologie. Et là, nous devons être absolument fermes et tenir bon. La sensibilité élevée, la haute sensibilité, l'ultrasensibilité ne sont pas des maladies. Mm. Ce n'est pas une maladie, ce n'est pas une pathologie. Il n'y a donc, comme je l'ai dit, besoin ni de diagnostic ni de traitement. Ce n'est pas la peine de chercher un médicament. Ça ne sert à rien, ça n'est pas une maladie. C'est un tempérament. C'est une nature, c'est une caractéristique de l'être sensible qui est plus sensible que la moyenne. Après, dans les mythes, il y aurait le fait que ça concernerait plus les femmes que les hommes, plus les filles que les garçons. Eh bien non, la sensibilité élevée, elle est très paritaire. Elle concerne autant les femmes que les hommes, autant les filles que les garçons. Donc ça, c'est très important. C'est pas un truc de femme, ça concerne tout le monde. Enfin, les personnes hautement sensibles, ce sont des personnes de tous les genres, hommes, femmes ou autres. Qu'est-ce qu'il y a comme autre mythe? Il y a le mythe que ce serait une faiblesse. Mm. Être sensible, ce serait être faible. Donc être très sensible, ce serait être très faible. Eh bien non. Nous avons nos forces aussi, nous avons notre énergie, nous avons notre capacité créative. Il y en a même qui ont des forces physiques très importantes. Et il peut y avoir des grands sportifs et des grandes sportives qui sont ultra sensibles et qui font preuve d'une très grande force physique. Et il y a aussi une grande force morale, intellectuelle, créative. Nous sommes pleines et pleins de force. Mm. Et peut-être même que cette grande sensibilité, en elle-même, ça ne veut pas dire que ce soit facile à vivre, mais c'est peut-être une force, c'est peut-être notre puissance que nous, à partir du moment où elle est acceptée, nous pouvons la déployer dans tous les domaines de notre vie. Voilà certains des grands mythes sur la Mm. sensibilité élevée. Il y a, il y a aussi, juste parce que je pensais à ça, parce que j'ai discuté avec une dame il y a pas longtemps aussi, elle disait que toutes les personnes qui étaient hautement sensibles, c'était tous des introvertis et qu'il n'y avait pas de hautement sensibles extravertis. Et alors, Alors ça, c'est très important aussi. Au début, Hélène Aron
qui, je le rappelle, a été la première aux États-Unis dans les années, début des années 90 à faire des recherches sur la sensibilité élevée. Hélène Aron a cru que la plus grande partie des personnes hautement sensibles étaient introverties. Elle a affiné ses recherches et elle est arrivée à peu près moitié-moitié d'introvertis et d'extravertis. En France, à l'Observatoire de la sensibilité, nous avons affiné cette recherche et par 2 fois, euh, nous avons obtenu à peu près un tiers des personnes hautement sensibles qui sont introverties, un petit tiers, un autre petit tiers de ces personnes hautement sensibles qui sont extraverties, et le grand tiers qui reste, ce sont des ambivertis. Qu'est-ce qu'un ambiverti? C'est une personne qui est introvertie quand elle est en public ou dans un environnement qu'elle connaît pas ou peu, ou dans lequel elle se sent mal, et qui peut devenir extravertie avec sa famille, ses amis, dans les circonstances où elle se sent à l'aise. Donc, vous voyez, c'est très également réparti entre introverti, ambiverti et extraverti. Mm. Je connaissais pas le terme ambiverti. Ça, voilà, j'ai appris encore plein de choses. Et pourquoi pour vous c'est important de, enfin moi j'en suis sûre, mais pourquoi c'est important de reconnaître et de comprendre sa sensibilité? Parce qu'il y a des personnes qui ont cette sensibilité élevée et qui, bon bah, ils le savent, mais ils vivent mal avec, mais ils veulent pas aller plus loin derrière et ils ne voient pas des fois l'intérêt en fait de la comprendre, de travailler dessus. La grande explication de ce choix, que je trouve être un choix malheureux, mais enfin chacun fait les choix qu'il souhaite et voilà, c'est respectable en soi. La grande explication de ce choix que je trouve malheureux, c'est que ce sont souvent des enfants très sensibles et des adolescents très sensibles qui n'ont pas été accueillis par leur famille, leur système scolaire, leurs proches, leur entourage, et parfois même au début de leur vie professionnelle, sont des personnes qui n'ont pas été accueillies dans leur sensibilité, avec leur sensibilité, Mm, et qui en ont déduit que puisque je ne suis pas accueilli et accepté avec cette sensibilité, je ne vais pas la montrer. Et comme je ne peux pas la montrer, ça m'oblige à la réfréner, à la garder en moi, à la garder pour moi et à la contenir, à la mm, maintenir. Alors, bien sûr qu'on peut vivre une vie comme ça, de discrétion par rapport à sa sensibilité. Et bon, mais je trouve que c'est dommage parce que maintenant que l'on connaît cette sensibilité, l'existence de cette sensibilité élevée, que de plus en plus de personnes en parlent pour la valoriser et pour dire comment elles vivent leur sensibilité élevée et comment ça n'empêche pas leur épanouissement, leur bonheur, leur réussite professionnelle ou affective, je trouve que c'est dommage de se réfréner mm, et que de se rapetisser, mm. de garder en soi comme un repli cette belle sensibilité. Et donc, c'est vrai que ces personnes-là ont beaucoup souffert Mm. des reproches qu'on leur a adressés à cause de leur sensibilité, que probablement elles n'ont pas envie de continuer à souffrir. Mais peut-être que dans certaines circonstances, avec certaines personnes, dans certains environnements, elles peuvent oser vraiment déployer, ouvrir, libérer leur sensibilité parce qu'elles vont être tellement plus à l'aise, tellement se sentir plus vivantes, tellement pouvoir contacter leurs vraies ressources Mm. que, à mon avis, ça vaut vraiment le coup. Contacter sa vraie nature au final, être Oui, vraiment voilà, soi. c'est ça. Pour moi, je sais que à l'époque où je niais cette sensibilité parce qu'on me l'avait apprise comme ça, j'étais pas moi et c'était Voilà. difficile en fait. C'était difficile et c'est vrai que j'espère que tout le monde essaiera, enfin, que les toutes personnes hautement sensibles essaieront de travailler ça pour vraiment apporter tellement de choses en fait au monde avec cette sensibilité. Oui, en plus c'est vrai, hein, c'est-à-dire que d'une part, quand on libère sa sensibilité, qu'on s'ouvre et qu'on l'exprime, et qu'on ose être qui on est, comme vous le dites, de révéler sa nature profonde, son être profond, non seulement c'est mieux pour soi, mais c'est aussi mieux pour les autres, parce qu'on leur donne plus. Mm, On leur donne plus de soi, c'est plus authentique, c'est plus profond, c'est plus vrai, et ça ne peut que les stimuler, les inciter
elles-mêmes et eux-mêmes à développer et exprimer leur propre sensibilité. Donc en fait, tout le monde a à y gagner. Et est-ce que vous auriez justement des conseils pour ces personnes ou même pour celles qui ont envie et qui sont déjà dans ce travail de travailler sur leur sensibilité, des conseils sur comment s'épanouir, comment mieux gérer cette sensibilité, surtout quand on est dans un monde qui peut pas parfois être un peu insensible, parce la sensibilité, voilà, on en parle beaucoup plus, mais il reste toujours, voilà, il y a toujours ce petit mais quand même. Une chose qui est fondamentale pour les personnes hautement sensibles, c'est l'importance de leur environnement. Donc le premier conseil que je peux donner, c'est prenez le temps déjà de bien vous connaître avec votre sensibilité. C'est-à-dire, c'est pas seulement parce qu'on repère qu'on a une grande sensibilité que ça y est. C'est déjà beaucoup de le repérer et de l'accepter. Mais on doit aussi se connaître soi-même en vivant cette sensibilité-là. Dans quelles circonstances c'est plus ou moins facile, avec quelle personne je peux plus ou moins l'exprimer, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je supporte, qu'est-ce que je ne supporte pas, comment je sens la saturation arriver, puisque les personnes hautement sensibles saturent plus rapidement et ont besoin de faire des pauses, ont besoin de se reposer pour pouvoir retrouver un bon niveau d'énergie. Donc c'est cette connaissance-là de soi-même avec sa sensibilité qui fait qu'on va arriver de mieux en mieux à la vivre. Et une fois qu'on se connaît avec sa sensibilité et dans toutes les circonstances de nos vies, à ce moment-là, vraiment le plus important, c'est de créer pour soi-même un environnement qui nous convient. Habiter un lieu dans lequel on se sent bien. La plupart des personnes hautement sensibles ont besoin d'être proches de la nature, d'une façon ou d'une autre. Même si on habite une grande ville, il y a des parcs, il y a des jardins, il y a des rues qui ont des arbres, il y a des résidences ou des immeubles qui ont des jardins aussi ou des cours avec des arbres, mettre des plantes vertes chez soi ou sur son balcon, vivre d'une façon qui nous rapproche de la nature, avoir un animal domestique si c'est possible, même si c'est un oiseau. Si on ne peut pas avoir de chat ou de chien, on peut avoir un oiseau ou un poisson, une tortue, enfin, vraiment vivre en harmonie avec la nature, être assez attentive et attentif à l'alimentation qui nous convient. Mm. Nous sommes, en étant plus sensibles, nous sommes aussi plus réactifs et plus réactives à certains aliments qui vont nous convenir ou ne pas nous convenir, à certains types de boissons qui vont nous faire du bien ou pas. Généralement, enfin, chacune et chacun étant différent, hein, je ne veux pas trop généraliser, mais généralement, les personnes hautement sensibles ont du mal à supporter le café, le thé. Alors, il y en a qui vont supporter le thé vert et pas le thé noir, et j'ai entendu l'inverse, hein. D'autres qui vont supporter le thé noir et pas le thé vert. Ce qui compte, c'est de sentir en soi ce qui est possible. Il y a des personnes pour qui le chocolat va faire beaucoup de bien et d'autres qui ne vont pas supporter le chocolat, c'est comme ça. Mais en connaissant tout cela, il y en a qui aiment le vin et d'autres, tout en aimant le goût du vin, qui se rendent compte qu'elles ne le supportent pas. Petit à petit, pour les boissons et les aliments, on ajuste son alimentation à ce qui nous fait le plus de bien. Et c'est pas grave si on est en déplacement ou si on fait la fête, bien sûr qu'on va manger tout ce qui nous est proposé, mais au moins chez soi, au jour le jour, on fait ce qui est le mieux pour nous. De même, les personnes hautement sensibles, le plus souvent, n'aiment pas les films violents, n'aiment pas la violence en général. Donc, préservez-vous des informations, surtout dans ces périodes tellement noires et éprouvantes pour l'humanité. Préservez-vous des informations. Allez chercher les informations sur les sites que vous préférez, au compte-gouttes, quand vous vous sentez prête et prêt. Et puis, choisissez des films qui vous conviennent. On peut nous traiter je sais pas, fleurs bleues, à l'eau de rose, ce qu'on veut, mais peu importe. L'essentiel, c'est de lire les romans et regarder les films qui nous conviennent, écouter la musique qu'on aime, danser. Alors ça, c'est très important, je trouve. Il y a des personnes hautement sensibles qui aiment méditer, mais il y en a aussi beaucoup qui aiment bouger. Donc, du mouvement, ça peut être du yoga, du qigong, du tai chi chuan, de la marche à pied, de la natation, des randonnées et de la danse. Il y a des personnes hautement sensibles qui adorent danser, chanter, etc. Moi, je sais que j'adore randonner et c'est ce qui me procure vraiment un apaisement, de l'énergie positive. Et c'est vrai que Mm. le mouvement est vraiment très bénéfique, Mm. je pense, pour toute personne sensible. Et c'est vrai que ça fait du bien, déjà pour le mental, pour le corps et pour pour qui nous sommes.
Tout à l'heure, on parlait des médias. Comment vous pensez qu'ils pourraient contribuer à une meilleure compréhension justement de notre sensibilité et une meilleure acceptation au niveau de la société, en fait, de cette sensibilité? En préambule, je vais simplement dire que plus les médias parleront de façon juste de la sensibilité en général, Mm, la sensibilité humaine en général et de la sensibilité élevée en particulier, mieux ce sera pour nous. Mais n'attendons pas tout des médias. C'est à nous aussi individuellement et en groupe, euh, par des associations ou tout ce qu'on veut, c'est à nous de faire évoluer les mentalités. Parce que sinon, on est un peu dans une position infantile où on attend que ça vienne d'en haut, mm, que les médias fassent le travail et qu'on récolte les fruits. Non, c'est à nous, personnellement et en groupe, de vraiment nous engager pour faire connaître la sensibilité humaine, la faire respecter et donner des informations sur la sensibilité élevée, comme vous le faites là. Merci de me donner la parole et de faire en sorte que nous puissions parler de tout ça, parce que ça contribue à créer une vraie culture de la mm, sensibilité humaine et de la sensibilité élevée. C'est ça, je pense, qui est le plus important, parce que dans les médias, et ça fait plus de 20 ans que je parle de sensibilité élevée dans les médias, donc je vois bien que on peut parler un peu, mais ce n'est jamais complètement approfondi. On n'a jamais le temps de dire tout ce qu'on se dit là. mm, Donc moi, je pense que c'est plutôt par ces initiatives personnelles, individuelles, comme ce que vous faites aujourd'hui, que nous faisons le plus bouger les lignes. mm, Et que les personnes qui aiment cet entretien, eh bien, partagez-le généreusement, amplement autour de vous mm. pour faire connaître toutes ces informations sur la sensibilité élevée. Alors, sinon, la tendance dans les médias, oui, c'est vrai que jusqu'en 2016, on n'en parlait quasiment pas de la sensibilité élevée. Il y a eu une émission sur France Inter qui a fait du bruit en avril 2016. Et c'est là que ça a commencé à être plus connu en France, et en francophonie européenne en tout cas. Puis il y a eu ce grand mouvement début 2021, parce qu'il y a beaucoup de livres qui sont sortis sur ce Mm, mm. thème, et où on a commencé à en parler très très largement, y compris à la télévision. Donc tant mieux. C'est vrai que si les médias peuvent en parler, ça ne fait que relayer les informations que nous préparons avant et que nous distillons de façon plus personnelle, individuelle et peut-être confidentielle au début. Ça permet aussi, pour les médias, même si quand ils en parlent, c'est que peut-être il y a des gens, ils ne connaissent pas ces termes de haute sensibilité, qui vont pas aller chercher forcément sur Google. Moi, quand j'ai découvert, bon, alors c'était je crois que c'était en 2017 ou 2018 à Fleur de Peau qu'il est sorti. 2018, oui. Ah non, 2017. À Oui, Fleur de Peau est ça sorti en fait 2017, oui. ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle, hein, donc de la Mm. sensibilité. Et moi, je l'avais découvert, mais vraiment par hasard, et je serais peut-être pas tombée sur ce livre. Ben, j'aurais peut-être appris beaucoup plus tard, en fait, que j'avais cette sensibilité élevée. Et c'est vrai que quand même, les médias, ils peuvent des fois aiguiller des gens qui n'ont pas ce réflexe d'aller chercher ou de vouloir chercher plus. Et deux mots sur À Fleur de Peau, c'est donc un roman. Mm, C'est l'histoire de Flora, qui est une personne hautement sensible, dont le fils Théo lui-même est hautement sensible et qui est entouré par des personnes du point de vue amical qui la comprennent, mais du point de vue professionnel ou son compagnon du début du roman, puisqu'il y a un changement au milieu du roman, qui ne la comprennent pas. Donc elle est à la fois assez privilégiée, puisqu'elle a aussi des amis qui peuvent la comprendre, mais en but euh, comme nous toutes et tous, hein, avec des personnes qui n'arrivent mm, pas à mm. concevoir et accepter cette sensibilité plus élevée que la moyenne et qui donc la font souffrir. Et elles cheminent pour accepter de plus en plus sa sensibilité et la vivre pleinement en s'épanouissant. Et je pense que l'avantage du roman, c'est que ça permet de comprendre cette sensibilité élevée de façon intérieure, sans passer par l'intelligence rationnelle, mais par l'intelligence sensible, l'intelligence émotionnelle. Moi, vraiment, voilà, c'est ça, en fait. Moi, votre livre, moi, j'avais l'impression de me retrouver là-dedans et dans les expériences qu'elle vivait, en fait, j'avais l'impression de les vivre. Et c'est comme ça qu'en fait, au fur et à mesure, on se dit, ah oui, ah oui. Et j'ai vraiment ce livre, lisez-le. Franchement, il est juste extraordinaire. Moi, il a changé ma vie, mais vraiment. Ça, c'est pour ça que je vous remercie vraiment Merci. pour ça, parce que
ça fait un point de bascule dans ma vie, en fait. Donc, et ça m'a permis d'aller chercher plus loin et après de vouloir et, travailler avec les personnes qui ont une sensibilité plus élevée. Mais ça fait une réflexion et ça vibre à l'intérieur de soi. Et quand on a fini ce livre, eh ben, on dit, ah ouais, ah ouais. Et voilà, on a ce sourire. Voilà. Et comment vous voyez l'avenir en fait de la haute sensibilité au niveau des recherches? Est-ce qu'on recherche, puisque vous avez parlé tout à l'heure du laboratoire de la sensibilité, est-ce qu'il y a toujours des recherches? Je sais qu'il y a des études scientifiques sur le cerveau des personnes hautement sensibles. Oui, alors effectivement, nous en sommes au début, hein, parce qu'au niveau de la recherche scientifique, 30 ans, c'est peu. Aux États-Unis, il y a des recherches qui ont été faites sur les zones cérébrales qui sont activées, qui sont plus activées chez les personnes hautement sensibles. Donc, on sait aujourd'hui qu'il y a une réalité physiologique à la sensibilité élevée. Il y a des études qui ont été faites sur les gènes, avec la possibilité de certains gènes qui auraient des petites différences. Ce n'est pas des gènes différents, mais certains gènes auraient des petites différences, notamment les gènes d'utilisation de la sérotonine et les gènes d'utilisation de la dopamine, qui sont des neurotransmetteurs, des hormones importantes pour le système nerveux et le cerveau. Donc on est au début de ces recherches-là qui vont se confirmer. Il y a des recherches qui sont faites aussi par rapport aux intestins, au microbiote, hein, la flore intestinale. Et puis, il y a en France notamment des études que nous faisons à l'Observatoire de la sensibilité pour essayer de croiser le traumatisme avec la haute sensibilité. C'est-à-dire que les Américains sont plus branchés sur la recherche génétique et la recherche cérébrale, alors qu'en Europe, on est plus, c'est comme ça, c'est culturel, plus intéressé par l'histoire des personnes et leur environnement. Et donc, on essaye de voir de quelle façon les événements traumatiques qu'ils soient peu visibles quand c'est une éducation, certain type d'éducation, de négligence, de maltraitance ou des traumatismes très visibles, hein, comme des drames malheureusement, peuvent avoir un impact sur notre sensibilité euh, en l'intensifiant par exemple, hein, ou en nous rendant plus sensibles à certaines choses. Donc de toute façon, il y a toutes sortes de recherches. À l'Observatoire, il y a aussi des groupes qui cherchent sur la haute sensibilité des enfants à l'école, comment faire pour aider les enseignants dès l'école primaire à tenir compte de ces informations pour mieux enseigner aux enfants hautement sensibles, pour mieux s'adresser à eux, mieux les, les accompagner dans leur scolarité. Voilà, donc nous sommes en recherche et c'est passionnant parce que j'ai créé l'Observatoire de la sensibilité en 2016. Et donc, 7 ans après, il a pris un très, très grand essor. Il y a des formations, de plus en plus de thérapeutes et de coachs qui sont formés par l'Observatoire et qui en font partie. Et maintenant, plusieurs groupes de recherche sur différents thèmes. Voilà, donc il y a de belles perspectives devant nous. Ouais. Et pour vous, quel est l'aspect le plus gratifiant justement en tant que dans votre travail, en tant que défenseur de la sensibilité et de chercheur justement de cette sensibilité élevée? Voilà, quel est votre aspect le plus gratifiant ou les aspects, hein? Ce qui est le plus gratifiant pour moi, c'est le fait que dans la société francophone, hein, donc je parle autant France, Belgique que Suisse, et puis j'ai des liens avec le Québec, même si je ne suis pas encore allé, c'est que dans les sociétés francophones, et puis des liens aussi avec la Tunisie, la sensibilité est de mieux en mieux acceptée. On peut de plus en plus facilement parler de sensibilité humaine et pas simplement des émotions. C'est bien les émotions, c'est très important d'en parler, hein, mais on peut parler de tous les aspects de la sensibilité de plus en plus ouvertement. C'est comme si tout ce que j'avais fait depuis, parce qu'en francophonie, je suis le premier à m'être vraiment engagé pour défendre la sensibilité et la sensibilité élevée. C'est comme si tout ce que j'ai commencé à faire, et maintenant nous sommes nombreux et nombreux à le faire, et merci à chacune et chacun d'y contribuer. C'est comme si tout ce que nous faisons contribue à faire tomber le tabou concernant la sensibilité. Aujourd'hui, on peut vraiment parler sérieusement, profondément, authentiquement de sensibilité sans que ce soit un problème. Et ça, c'est une grande victoire. Et c'est pour ça que je reste très optimiste parce que, à mon avis, on n'est qu'au tout début de ce que j'appelle la révolution sensible et qui est le fait
de justement vivre de mieux en mieux, de plus en plus tous les aspects de notre sensibilité dans tous les domaines de notre vie, en famille, à l'école, en entreprise, dans les administrations, en politique, dans le sport, partout, dans les médias, partout, parce que nous sommes des humains et que nous avons besoin de pouvoir vivre complètement, sans restriction, notre sensibilité, nos sensibilités, partout où nous sommes. Par contre, quand vous disiez, pour la sensibilité, on parle souvent de sensibilité émotionnelle, mais on oublie un peu la sensibilité à l'environnement. Et pour moi, là, je parle peut-être plus en personnel. Au niveau émotionnel, voilà, je suis, bon, je vais pas dire que je suis au top, mais je sais me gérer, je sais la faire vivre. Par contre, tout ce qui est environnemental, pour moi, c'est dans notre société qui est très lumineuse, très bruyante, et c'est ce qui peut, moi, plus me limiter à être pleinement moi, puisqu'il y a des endroits où je vais mettre des lunettes soleil parce que c'est hyper lumineux, alors que pour la personne d'à côté, rien. Alors, je sais pas si vous comprenez en fait ma question. Si, et c'est justement cette connaissance de vous-même qui vous permet de repérer que pour vous, émotionnellement, vous avez trouvé comment vous réguler, et comment bien vivre vos émotions, les accueillir, les comprendre et les laisser vivre en vous. Et c'est plus au niveau des sensations que vous allez être débordé, et justement par les lumières, les bruits, etc. Et tous ces environnements très perturbants pour les grands sensibles que sont les centres commerciaux, les foules, enfin, les transports en commun, toutes sortes d'endroits où effectivement on se sent très mal parce qu'il y a trop de bruit, trop de monde, trop de lumière et trop de tout ça à la fois, parfois trop d'odeurs dans les trains, etc., ou dans les espaces fermés. Et souvent, les personnes qui supportent ces bruits, ces lumières, sont des personnes qui se sont insensibilisées. Mm. Parce que même pour un être humain qui n'est pas forcément hautement sensible, ça devrait être trop parfois. Et il y a des personnes qui ne se rendent même pas compte que dans les supermarchés, il y a tout le temps du bruit, ou trop de froid, ou trop de soufflerie, ou trop de lumière, etc. Euh, et donc, c'est là aussi que je suis optimiste en me disant, plus nous serons nombreux et nombreux à parler de sensibilité, parce que, comme le dit Hélène Aron, elle a tout à fait raison, tout ce que l'on fait connaître sur la sensibilité élevée, ça concerne tous les humains dans leur sensibilité à un degré moindre. Pour nous, c'est plus fort, mais pour tous les êtres humains, ça existe aussi. Donc, plus nous ferons savoir que quand il y a trop de bruit, trop de lumière, trop d'odeur, trop de ventilation, et tout ça, c'est très fatigant, épuisant, euh, décontenançant pour nous, plus nos congénères, tous nos contemporains pourront se rendre compte qu'on peut faire mieux Mm. dans l'environnement. C'est-à-dire, ne créons plus d'environnement urbain, notamment, qui soit déshumanisé, qui soit désensibilisé. On a fait des grandes tours, ça ne va pas du tout. On a fait des cités, ça ne va pas du tout. On fait des immenses centres commerciaux, eh bien, ça ne va pas du tout. Retrouvons la mesure de l'humain sensible pour créer nos environnements urbains. Et là, tout le monde a y gagné aussi. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Même au niveau pour tout le monde, au niveau du stress, parce que les lumières, c'est stressant. C'est stressant. Le bruit, ça, il va falloir une belle évolution là-dedans. Oui, et là, vous voyez, vous prononcez un mot très important que je n'ai pas prononcé depuis le début, c'est le mot stress. On sait aujourd'hui que dans les pays occidentaux, le stress est la cause majeure des maladies. Mm. Il y a Ouais. aussi toute la nourriture industrielle, etc. Bon, mais surtout ce stress qui s'installe, qui devient chronique et qui fragilise tout le monde. Donc, si dans nos sensibilités élevées, nous pouvons pointer tous les agents de stress, tout ce qui crée du Mm. stress inutile dans nos sociétés, dans nos environnements, tout le monde ira mieux Mm. dans son équilibre nerveux et sensible et physique et dans sa santé. Tout à fait. Tout à fait. Sûrement moins de médicaments aussi pour lutter contre le stress, plus de naturel. Exactement. Alors là, j'aimerais vous poser une question parce que on a parlé de la fleur de peau, mais vous avez écrit pas plein de livres alors j'ai pas tout lu, mais j'en ai lu plusieurs. Et est-ce que vous pourriez nous donner quelques livres que vous avez écrits sur la haute sensibilité qui pourraient aiguiller les personnes qui vont regarder cette interview et qui, voilà, qui ont envie d'approfondir encore plus dessus?
Le premier livre que j'ai spécifiquement écrit, parce que la sensibilité, même parfois la haute sensibilité, j'en ai parlé dans tous mes livres, même avant. Mais le premier livre que j'ai écrit spécifiquement sur la sensibilité élevée s'appelle Hypersensible, trop sensible pour être heureux. Et ce livre, c'est une très grande enquête. Donc, c'était la première fois que vraiment je me lançais dans une recherche approfondie sur ce thème. C'est une très grande enquête auprès de personnes hautement sensibles. Donc, l'intérêt de ce livre, c'est de montrer toutes sortes de façons de vivre et de considérer sa sensibilité. Et le but de ce livre, c'est de défendre la valeur de la sensibilité humaine et surtout si elle est élevée. C'est d'être fier de nos sensibilités, quelles que soient les particularités de cette sensibilité ou l'intensité de cette sensibilité. Après, il y a des livres plus spécifiques comme Attention cœur fragile, qui est sur l'ultrasensibilité et l'amour, la relation amoureuse, les ultrasensibles au travail, des exercices pour les ultrasensibles, le livre pour les nuls sur la sensibilité élevée, mais le livre que moi je préfère s'appelle Lettre ouverte aux âmes sensibles qui veulent le rester, parce que cette lettre ouverte, une sorte de cri du cœur que j'ai écrit en 2020 et qui est paru en 2021, un cri du cœur pour dire, nous les êtres sensibles, nous les âmes sensibles, ne nous cachons plus, ne nous replions plus, ne nous excusons plus. Soyons vraiment nous-mêmes sensibles avec la beauté, la merveille de cette sensibilité et soyons ensemble, soutenons-nous, vivons cette sensibilité, affirmons-la parce qu'en fait, nous sommes une espèce de levain pour la pâte du monde. Nous représentons l'avenir du monde et je le crois en le disant. C'est ça aussi la révolution sensible. C'est nous, les âmes sensibles, qui pouvons changer ce monde qui est un monde à feu et à sang, un monde qui marche sur la tête, un monde qui fait n'importe quoi dans, dans de nombreuses zones du globe, alors que nous avons tellement dans notre cœur, voilà, dans notre vie intérieure, nous avons une telle richesse grâce à notre sensibilité que plus nous nous ferons connaître, plus nous nous exprimerons, plus nous pourrons changer ce monde. Et c'est vraiment important. Bah, moi, ça vous vibre vraiment. Moi, j'en ai eu la chair de poule, comme vous l'avez dit, vraiment. Oui. Et en plus, c'était un peu. Alors, ça va peut-être spoiler un peu ma dernière question, où c'était quel est votre espoir dans l'impact futur pour cette sensibilité dans le monde? Moi, je garde espoir. Je suis très optimiste pour le monde à venir. Ce que je ne sais pas du tout, c'est combien de temps ça va prendre. Je ne sais pas si moi, qui ai 57 ans aujourd'hui, je verrai ce nouveau monde qui accueille complètement la sensibilité, avec des humains qui sont vraiment humains, qui ont le cœur ouvert et qui vivent en paix, dans la solidarité, l'entraide, le respect de chacune et chacun, et notamment le respect des femmes et de leur sensibilité. Je ne sais pas si je le verrai, je le souhaite, bien sûr, hein, de tout mon être, mais je ne sais pas. En revanche, je souhaite que mes enfants et leurs contemporains ou la génération encore après puissent vraiment connaître ce monde parce que je suis sûr que tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons, tout ce dont nous témoignons aujourd'hui, comme vous le disiez très justement, ce sont des graines. Mm. Ce sont des graines qui vont pousser. Et les graines dans la nature, elles peuvent pousser l'année d'après, ou 10 ans, voire 50 ans plus tard. Il y a des graines qui vont porter du fruit en devenant des arbustes ou des arbres des années après. Donc, je suis très, très confiant par rapport à ces graines. Je sais que tout ce que nous disons là, c'est fondamental pour l'être humain et toutes les sociétés humaines. Maintenant, je ne peux pas dire combien de temps ça va prendre pour que ça puisse germer et grandir et fleurir et porter du fruit. En tout cas, c'est optimiste. Donc, Mm. et je le souhaite aussi. Et puis, on en parle de plus en plus. Et puis, les gens maintenant sont ouverts à ça, en fait. Avant, les gens se mettaient des œillères. Et on est dans une société qui, même si on peut critiquer la société, est quand même plus ouverte qu'il y a Mm. quelques années. Et ça, Mm. c'est vrai que c'est vraiment très chouette. Je vous remercie beaucoup d'avoir Merci. Merci, fait cette Christine. interview. Je vous avais dit aujourd'hui, vous m'avez fait un cadeau. J'attendais le Père Noël, je l'ai eu. Et voilà, je vous remercie. J'ai plus mes mots.
Merci beaucoup. Quand vous allez Merci. écouter cette vidéo, partagez-la. Plus on en parle, mieux c'est. Mm. Merci beaucoup. Je vais vous laisser le mot de la fin, comme ça, je préfère que ce soit vous qui finissiez. Mon mot de la fin est complètement en accord avec votre émotion, que je trouve très belle, et je vous remercie, Christine, de m'avoir donné la parole avec tant de cœur, de générosité, de douceur et de bienveillance, et que c'est ça qui compte pour moi, c'est cette capacité que vous avez à vous émerveiller, à être généreuse dans vos partages, à être très à l'écoute et à contribuer à la création de ce nouveau monde. Donc, un immense merci. Et je crois qu'une des vertus, une des ressources ou une des forces des grands sensibles, c'est leur authenticité, Oui. c'est leur grand cœur, c'est leur sincérité. Donc, voilà, soyons-le vraiment, continuons comme ça voilà, c'est formidable, c'est merveilleux. Un grand merci à vous. Merci, merci beaucoup. À bientôt à tout le monde.